Yes. Ok. Bon, je propose qu'on commence. Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire Finance et biodiversité organisé par les acteurs de la finance responsable. Alors, je vais commencer d'abord par me présenter, puis après, je vais faire un petit tour de table de nos intervenants aujourd'hui, justement pour qu'ils puissent se présenter eux-mêmes. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, Olivia Blanchard, présidente et cofondatrice de l'association, donc les acteurs de la finance responsable, qui est une association qui existe aujourd'hui depuis 4 ans et qui a pour objectif de rassembler une communauté autour de la finance au service du vivant, d'où aujourd'hui notre thématique qui nous tient à cœur, celle de finance et biodiversité. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons faire un petit tour de table de nos intervenants aujourd'hui et je vais commencer notamment par Bénédicte, si tu peux te présenter. Merci Olivia. Je suis Bénédicte Cornu, donc j'ai fondé Cinti Conseil et c'est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine éthique et spécialisé en investissement durable et éthique. Je fais aussi moi-même partie des acteurs de la finance responsable. Je suis membre ambassadrice des AFR depuis bientôt un peu plus de 3 ans. Merci Bénédicte. Pierre, si tu peux te présenter à ton tour. Avec plaisir. Donc moi, je suis Pierre Hélarès. Moi, j'ai une expérience dans le conseil, au départ sur des problématiques de marketing et stratégie dans les services financiers, plutôt côté banque de détail. Et depuis 7 ans, je suis indépendant avec pour objectif de contribuer à transformer les offres, notamment dans ce secteur. Et je, je suis membre des acteurs de la finance responsable depuis 2020 et je suis intervenu aussi avec Engage sur des sujets autour de la biodiversité, autour d'un défi biodiversité qui a consisté à essayer de catalyser, on va dire, des projets, de faire émerger des projets favorables à la biodiversité dans des entreprises, et puis à la construction d'un atelier qui s'appelle l'atelier Mission Biodiversité, qui a pour but justement de faire comprendre un peu les liens d'interdépendance entre les acteurs économiques et le vivant de manière générale. Voilà. Merci Pierre. Et puis bah Van, je t'en prie. Oui, merci Olivia, merci à tous d'être là. Donc, je m'appelle Van Hoan, je suis professeure en finance et finance durable à Montpellier Business School. Donc, je suis ravie d'être là aujourd'hui et merci Olivia d'avoir pris l'initiative de cette étude. Justement, du coup, pourquoi est-ce que ces personnes sont là aujourd'hui sur ce webinaire? C'est parce qu'elles ont notamment activement contribué à l'étude sur laquelle nous allons passer un petit peu de temps aujourd'hui. Cette étude, pour repositionner un petit peu le contexte, ça donne un état des lieux finalement des fonds d'investissement qui sont commercialisés en France, qui ont dans le nom de leur fonds le mot biodiversité. Donc, on a fait cette étude notamment en collaboration avec le cabinet de conseil Bartel et en partenariat avec le média Novetic. L'objet de comment la genèse un petit peu de cette étude, c'est justement Bénédicte ici présente qui a contribué à la genèse de cette étude car c'est venu vraiment d'un besoin pour le métier de conseiller en gestion de patrimoine, donc on peut dire de manière générale les distributeurs, se sont posé les questions sur comment est-ce que aussi aujourd'hui je suis face à un épargnant qui a des besoins en termes de biodiversité, comment concrètement je peux le conseiller sur cette thématique. Et là, on s'est retrouvé un petit peu genre, bah, on ne sait pas trop. Et donc, d'où l'objet qu'on a voulu mettre en place avec cette étude. Ça nous a pris plusieurs mois. Ici, on voit je vous ai mis tous les partenaires qui ont répondu. Notamment, on a réalisé 23 entretiens avec le secteur financier. Donc ici, vous voyez Amundi, Arkea, Serena, Osiam, Zencap, Ecofi, etc. Vous avez un peu la répartition sectorielle parce que dans finance et biodiversité, en fait, finalement, on peut retrouver différents types d'acteurs financiers. La deuxième partie de l'étude, celle sur laquelle on va passer un petit peu de temps, est vraiment plus relative aux fonds d'investissement qui sont sur des sociétés cotées. Et donc, mais on a quand même mené des entretiens avec des venture capital, donc ce qu'on appelle plus du private equity, qui vont pas être sur justement de l'investissement coté. Euh,
Toute la première partie de l'étude, qu'est-ce que la biodiversité? C'est pas du tout l'objet aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus, mais je pense que tous ceux qui sont connectés, de toute façon, ont un peu une connaissance déjà du sujet. Nous, notre objectif, c'était vraiment plus de se concentrer sur où en est le cadre financier, où en sont les acteurs et surtout, de manière après un petit peu plus concrète, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'acteur indépendant pour faire avancer le sujet de la biodiversité dans le secteur financier. Alors, je vais laisser tout d'abord Van, notamment présenter la méthodologie de recherche qu'on a mise en place sur le sujet. Et si je ne me trompe pas, je vais me mettre sur la bonne partie. Tac, 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 tac. Où es-tu? Voilà, on est là, ici. Ça, c'est le périmètre de Van qui, justement, va vous expliquer un peu la méthodologie qu'on a mis en place pour arriver à ces résultats et la manière dont on a fait notre recherche. Oui, effectivement, on a démarré il y a plus d'un an et dans un premier temps, on a commencé par chercher des fonds avec le mot biodiversité sur Bloomberg et on n'a pas trouvé. Par la suite, on a été sur Cantalis et ensuite avec Novetic, on a complété les données avec Morningstar. Alors, on a décidé de considérer le mot-clé biodiversity parce que quand on met le mot en français, il n'y a pas de résultat. Et donc, on a trouvé différents fonds, comme vous voyez ici sur l'écran. Certains fonds la plupart des fonds sont collectés à partir de Cantalis, qui fournissent des données très très détaillées avec des rapports mensuels dans lesquels on peut trouver la composition des fonds. Et sur certains fonds, nos deux fonds, les BNP Paribas, je crois, et les banques postales, n'ont pas été sur Cantalis, mais ont été sur Morningstar, puisque ce sont des fonds assez récents. Donc, de ce qu'on peut apprendre de ce tableau, c'est tout d'abord peut-être la récente création de ces fonds. La plupart ont été créés après 2022, donc c'est encore assez jeune. Et ensuite, ce qu'on peut apprendre aussi, mais peut-être tu peux passer à la slide Ouais. suivante, où on montre en fait que les fonds biodiversité, ou en tout cas dans le périmètre des fonds qu'on a pu collecter, représentent une petite partie par rapport à la gestion d'actifs en France. Donc on a comparé en fait le total de l'actif net des 16 fonds considérés par rapport à l'actif net des OPC en France en 2023 avec un rapport de l'AFG en 2024 et le pourcentage est de moins d'un 0,1%. Donc peut-être la première remarque qu'on peut avoir ici, c'est que les fonds sont récents et la part d'actifs nets est assez faible par rapport à l'ensemble de la gestion d'actifs en France. Et en bas de la slide, vous voyez aussi quelques statistiques avec 59% des 16 fonds étudiés sont classifiés article 9 SFDR et 41% article 8. Concernant les labels, 56% des fonds n'ont pas de label et 22% ont un label ISR et 22% ont un label Bench Towards Sustainability. Et voilà, donc c'est vraiment les premiers résultats. Et par la suite, on a voulu aller un peu plus loin avec les documents commerciaux des fonds. Et ici, vous voyez des extraits du prospectus des deux fonds, de d'AXA et d'OFI. Un fonds est classé article 9 et un fonds est classé article 8. Ce qu'on peut remarquer ici, c'est dans la stratégie, dans l'objectif de fonds, le mot biodiversité est effectivement marqué, avec souvent avec un objectif d'investir dans des entreprises en faveur, en tout cas, de la biodiversité. C'est ce qui est constaté dans le prospectus. Et par la suite, on a voulu aller un peu plus loin avec la composition des fonds. Donc, dans chaque rapport mensuel, on peut trouver en fait les top 10 des investissements du fonds. Et ce qu'on a constaté, c'est que, comme vous voyez sur cette slide, il y a deux entreprises qui arrivent en haut par rapport à la part investie par les fonds. C'est Cyclem et Acadis dans les secteurs de gestion de l'eau et de l'urbanisation durable.
Donc, ce sont les entreprises les plus investies dans les fonds, en tout cas intitulés biodiversité. Et tout en bas du tableau, vous voyez également d'autres entreprises qui font partie également des top 10 des valeurs investies par les fonds biodiversité. Par la suite, euh, voilà, donc ici, on voudrait avoir un regard peut-être un peu plus approfondi sur les top 3 des entreprises en termes de capitalisation, en termes d'actifs d'actifs nets dans le fonds. Donc, il y a dans le fonds d'AXA, dans le fonds d'AXA Impact, donc le premier. Donc, les trois premières positions, c'est Republic. Dans les fonds numéro 2 et numéro 3, on voit que les entreprises se répètent un peu. Par exemple, Sixlem sont dans les trois fonds. Et il y a également d'autres entreprises comme ce que vous voyez ici, Ebara Corporation ou bien Ingersoll Rand. Donc, beaucoup d'entreprises sont des États-Unis. Comme vous voyez ici dans le tableau. Dans le tableau ici, on voudrait donner une synthèse de la première position des fonds, des 16 fonds étudiés. Donc, on voit ici, dans ce qui est intéressant, peut-être, c'est de voir le secteur. Donc, on voit le secteur, donc c'est éditeur de logiciels, gestion de l'eau, ou bien construction automobile, informatique. Donc, on voit quand même pas mal d'entreprises dans le secteur technologique. Et la plupart des entreprises sont des États-Unis. Donc, comme vous voyez ici dans le tableau. Alors, par la suite, je crois que c'est tout. Ce sont les résultats que nous avons obtenus avec les fonds collectés. Voilà, donc peut-être pour conclure, c'est vraiment la création récente des fonds biodiversité, la faible capitalisation par rapport à l'ensemble des OPC en France et aussi les secteurs dans lesquels ces fonds investissent. Et je crois que vous aurez aussi des remarques à faire à la suite de cela. Euh, Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci Van. Du coup, voilà, ça donne un petit peu effectivement le panorama. Je pense qu'on aura beaucoup de choses à dire par la suite sur les constats, parce que là, on est très factuel. Donc, mais nous, notre rôle justement, c'est de voir quels constats on en tire et qu'est-ce qu'on peut faire justement pour faire avancer le sujet. Mais avant, je voudrais peut-être demander à Pierre, qui aujourd'hui, lui, tu peux nous expliquer un petit peu d'un point de vue entreprise où en est la thématique biodiversité, parce que j'aime bien toujours repositionner quand même dans le schéma général des choses. C'est qu'ici, il y a des fonds d'investissement. Il y a des fonds d'investissement pour financer, alors soit des entreprises comme on l'a vu déjà cotées, mais aussi d'autres entreprises qui ne sont pas forcément cotées aujourd'hui. Et comment finalement l'entreprise peut être aussi moteur un peu de la prise en compte de ce sujet biodiversité et que ce soit pas que le secteur financier qui soit à l'initiative, mais comment finalement les deux, entre la finance et l'entreprise, on peut essayer d'avancer ensemble pour faire émerger ce sujet et surtout qu'il prenne de plus en plus d'importance. Et du coup, Pierre, je te laisse la parole pour partager ton expérience là-dessus. Euh, Alors, il se trouve que j'interviens aussi, je suis formé à la méthode bilan carbone et donc j'interviens aussi sur des problématiques de décarbonation. Et ce qu'on voit bien, c'est que, il y a une explosion à la fois des praticiens du carbone et du sujet de l'intérêt dans tous les types d'entreprises. La BPI a énormément communiqué sur ce sujet, packager une prestation qui fonctionne extrêmement bien. On n'en est pas du tout au même stade sur la biodiversité. Enfin, pour avoir pu travailler sur ce sujet aussi, notamment via Engage. Et donc, euh, l'idée, c'est de voir comment on peut, avec une démarche de prise de conscience qui s'initie souvent sur les problématiques climatiques dont on parle le plus, on amène les choses vers la biodiversité. Donc, il y a déjà un lien assez évident, c'est que le changement climatique, c'est une des 5 causes principales d'érosion de la biodiversité. C'est la troisième, entre guillemets, après l'artificialisation des sols et puis la surexploitation des ressources naturelles. Euh,
une des premières clés aussi qui peut amener vers la biodiversité, c'est de se dire quels sont les impacts au-delà de la réduction de, de mes émissions de gaz à effet de serre sur les autres frontières planétaires finalement. Parce que ce qu'on s'aperçoit, c'est que parfois, on peut avoir des solutions de décarbonation qui vont avoir des impacts, des externalités qui ne sont pas toujours positives, notamment sur la biodiversité. J'étais là. Et donc, c'est c'est une manière d'aborder la thématique. Après, pour avoir une approche, on va dire, euh, concrète des choses, c'est de commencer par se former à ces sujets-là. C'est déjà, ça paraît évident, mais euh, c'est effectivement parfois un peu plus complexe d'appréhension parce qu'on n'est pas sur une unité qui serait la tonne de CO2, mais on est sur des impacts qui peuvent être divers, qui même sur un sujet qui est l'impact sur les sols, il va y avoir plusieurs indicateurs qu'il va falloir suivre. Idem sur l'eau, on va avoir également des impacts qui sont différents en fonction des situations géographiques, alors que les émissions de gaz à effet de serre, une tonne de CO2 envoyée dans l'atmosphère, elle va avoir le même impact global où qu'on se situe et d'où qu'elle vienne. Donc il y a appréhender déjà cette complexité et se former sur quel, quel- qu'est-ce que le vivant, qu'est-ce que la biodiversité et comprendre euh, cette vision systémique, cet équilibre qui est un équilibre en mouvement. Ensuite, on va essayer de se repositionner sur l'activité au quotidien de l'entreprise et de comprendre finalement quelles sont les dépendances de l'entreprise vis-à-vis du vivant, quels sont les impacts qu'elle peut avoir sur son environnement, quels sont les risques que ça fait courir d'un point de vue réglementaire, d'un point de vue opérationnel, parce que si on est dépendant d'une ressource qui se détériore, ça fait courir un certain nombre de risques, les risques réputationnels. Et donc, il y a un euh, première méthode d'analyse pour bien comprendre ces relations, ces interrelations. Alors, il y a différents outils, que ce soit euh, l'IEB de Loré ou enfin, via l'IBES, il y a aussi, on peut trouver tout un tas d'outils, de matrices pour comprendre ces ensembles-là. Et ça peut derrière permettre de faire commencer à émerger des idées d'action pour, d'une part, et là c'est un peu dans la même logique, toujours commencer par éviter les dégradations sur le vivant, euh, les réduire les pressions, et puis en dernier lieu, restaurer, ou en tout cas on va éviter le terme de compenser, mais réparer ce qui aurait pu être abîmé. Et du coup, j'ai une question, Pierre. Est-ce que tu penses que quel est le niveau pour toi? Parce que nous, notre étude, elle a porté sur le degré de maturité du secteur financier. Mais selon toi, c'est quoi le degré de maturité des entreprises justement à intégrer ce sujet? Et est-ce que il y a déjà selon ton ressenti et ton expérience, est-ce que tu vois déjà des besoins concrets de demande d'accompagnement financier, justement pour que les entreprises intègrent ce sujet et voilà. Parce qu'en gros, la finance, elle va servir à financer la transition du secteur là-dessus. Mais est-ce que toi, tu vois déjà cette émergence ou c'est encore très embryonnaire? Qu'est-ce que tu Bah, penses? c'est encore assez embryonnaire. On voit bien la part, enfin, dans les chiffres que montrait Van tout à l'heure. On, euh, J'ai l'impression il a fallu chercher quand même assez finement pour trouver la part de la biodiversité dans les fonds, etc. Je pense que c'est un peu la même chose dans le monde de l'entreprise. Il y a des secteurs qui sont sans doute un peu en avance. Je pense à certains secteurs dans la construction qui ont comment dire, qui ont des impacts
particulier quand on parle des industries d'extraction, de carrière, etc., qui ont mis en place des démarches justement de restauration. Alors, parce que fatalement, même si on met en place des démarches d'évitement ou de réduction des pressions, bah, quand on a une activité extractive, il faut forcément avoir... on a forcément un impact important et donc il y a une importance de la restauration derrière. Euh, il y a forcément dans l'alimentation euh, euh, des sujets autour de l'agriculture, même si c'est un changement un peu compliqué à mettre en place. C'est ça. D'ailleurs, comme Voilà. on peut constater que le secteur agriculture, c'est un peu le grand absent sectoriel de nos fonds biodiversité qu'on a pu voir. Mais ça fera partie des conversations qu'on aura vers la fin. Euh, ok. Du coup, peut-être on peut. Merci Pierre pour le côté entreprise. Je pense que c'est important. Encore une fois, c'est une thématique qui est naissante. La biodiversité, c'est un sujet qui commence à émerger du fait notamment de déréglementation. CSRD, voilà, qui introduit pour le côté des entreprises cette notion de biodiversité. Les financiers, ils ont l'article 29 LEC qui leur dit bah, ça serait bien de reporter sur la biodiversité. Donc on voit quand même que la réglementation, elle aide un petit peu à mettre le pied dedans. On comprend quand même que ce que tu dis, Pierre, c'est qu'au niveau des entreprises, on est quand même au balbutiement, c'est embryonnaire. Il y a encore besoin beaucoup de sensibilisation, de formation, que c'est un sujet qui est complexe aussi, et donc comment correctement l'appréhender. Et parce que nous, on représente le secteur financier, il y a quand même un levier aussi d'action qui est enfin, important pour faire bouger les choses, c'est l'épargnant. Et justement, c'est en ça où Bénédicte, est-ce que toi, par le métier que tu représentes de distributeur, conseiller en gestion de patrimoine ou plus largement conseiller en investissement financier, tu pourrais nous partager quel est ton ressenti, l'appétence peut-être sur ces produits dits biodiversité? Ouais, donc moi j'ai créé le cabinet il y a 5 ans. Donc je l'ai vraiment créé par conviction et moi la volonté de donner du sens à l'épargne. Donc c'est vraiment moi, quelque chose que j'avais intégré déjà. Donc j'étais plutôt, je proposais ça à mes clients. Et il y a 5 ans, on parlait peu de finances durables. Comme l'a dit Pierre, on commençait à peu près à comprendre l'impact du CO2, on mesurait les émissions carbone, mais pas du tout biodiversité. On voit encore aujourd'hui très peu. Par contre, avec un peu de recul, je vois que du côté des épargnants, il y a de plus en plus d'attentes et de demandes de leur part pour rendre leur épargne utile. Et en fait, beaucoup de mes nouveaux clients, ce sont des contacts spontanés qui viennent chercher du conseil pour des placements qui respectent leurs convictions et en tout cas qui soient moins non nocifs pour l'environnement et la biodiversité. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. C'est qu'il y a une demande, une prise de conscience en fait au niveau de l'impact et du pouvoir de l'argent. Et après, le constat que je fais et que l'étude a permis aussi de montrer, c'est qu'il est difficile de trouver des investissements ou des solutions qui sont un temps soit peu, bah, au moins non nocifs pour l'environnement. Et donc, je reprécise, je parle bien des fonds des fonds cotés, parce que les fonds non cotés, effectivement, le private equity, depuis 2, 3 ans, on voit qu'il y a une émergence de ces solutions-là. Donc, on arrive à trouver en tant que distributeur, pour certains profils de clients, certains montants d'épargne, des projets qui sont vraiment sur des projets bah, de l'agriculture régénératrice, des projets à impact positif sur du non coté. Mais si je me focalise sur les fonds cotés, sur les milliers de fonds qui existent sur le marché, on voit bien que, bah, il y en a seul une dizaine qui respectent ou qui en tout cas sont sur le thème de la biodiversité. Et quand on creuse, on voit que sur ces sujets-là de biodiversité, ben, on a des éditeurs de logiciels, de la technologie, de l'automobile. Et donc, en fait, si on creuse, ben, on se dit, ben, c'est pas forcément cohérent non plus avec ce que recherche l'épargnant. Donc, on est un peu bloqué aussi, nous, en tant que distributeur. Et à mon avis, en fait, il y a deux raisons principalement à ça où il y a peu d'offres aujourd'hui. On l'a vu, c'était bah, le manque de maturité et de considération du secteur financier sur le sujet de la biodiversité. Donc l'étude là le montre très clairement. Et le deuxième point, c'est en fait pour moi l'impossibilité de quantifier et de donner une valeur à la biodiversité. Comment est-ce qu'on pourrait enfin, mesurer, donner une valeur aux activités d'un écosystème forestier, des abeilles,
si on les détruit, en fait, qu'est-ce qu'on peut pas en fait donner une valeur ou les remplacer tels qu'ils sont? C'est des centaines d'années pour une forêt qui nous donne des activités, un écosystème tellement un fragile équilibre. Donc ça, c'est impossible en fait pour moi à quantifier. Et si on sort un peu du cadre de la finance, moi, ça m'amène à prendre un peu de hauteur et à penser plus globalement. C'est qu'en fait, euh, plus global que ça, en fait, il faut prendre conscience, pour moi, que protéger la biodiversité et tout ce qui en découle, c'est-à-dire très clairement, en fait, la vie sur Terre, humaine et non humaine, en fait, ça passe avant tout par chacun de nos actes en tant que consommateurs et épargnants et habitants de cette planète. Et en fait, on voit que depuis plusieurs années, on le sait, mais plus récemment, on en prend conscience, chaque conclusion, en fait, que ce soit des experts scientifiques du GIEC ou d'autres experts, ou même des économistes, des voix plus sur la partie économie ou finance, en fait, montre que il faut changer de comportement et de moins de consommation. Et on sait que le secteur en fait le plus dévastateur, et on le voit là sur l'étude, donc c'est indiqué alimentation, agriculture, mais le mot derrière, en fait, c'est vraiment l'agriculture intensive et l'élevage. Et en fait, on sait aujourd'hui que c'est vraiment ça un les plus dévastateurs. Et donc, du coup, c'est dans un premier temps réduire nos consommations de produits venant de ces secteurs-là et d'arrêter de les financer. Donc là, sur la finance, c'est plus une politique d'exclusion, d'exclure ces secteurs-là, et pour aussi, du coup, financer une agriculture régénérative et des secteurs qui portent un modèle plus vertueux. Voilà, pour donner un exemple et entrer un peu dans le détail, on voit aussi de plus en plus dans les magasins des alternatives végétales qui existent. Certaines marques se sont lancées par conviction, mais d'autres, en fait, elles suivent le mouvement parce qu'elles voient qu'il y a une demande. Et là, c'est en tant que nous, la consommateur, mais au niveau épargnant, ça peut être ça aussi. Au niveau de la demande, en fait, on pousse le marché, donc on a un impact, nous, en tant que consommateurs et épargnants. Et je conclurai juste avec une illustration qui peut faire un peu sourire, mais qui montre en fait la force de nos actions individuelles. On dit si une personne va ramasser un galet sur la plage, j'habite dans le Pays Basque, donc ça me parle assez bien, voilà, le galet sur la plage. Une personne qui ramasse un galet, ça a peu de conséquences. Par contre, les centaines de milliers de personnes qui passent sur la plage vont ramasser chacune un galet, en fait, là, on va voir la différence et on va vider la plage. Et c'est un exemple très concret parce qu'il y a une plage en Italie qui a interdit le ramassage des galets pour ces raisons-là. Euh, donc on voit en fait que pour reprendre mon exemple sur le changement de consommation, en fait chacun, à notre niveau individuel, on ne voit pas forcément l'impact, mais au global, la force du collectif fait que on a un impact et que ce soit à tout niveau, ou tous les secteurs. Donc voilà, et donc on peut, au niveau consommateur et épargnant, influer en fait le marché, nos modes de consommation. Donc voilà, ça c'est mon retour et mon expérience en tant que conseillère en gestion de patrimoine. Et donc je suis en contact avec des clients tous les jours sur ces sujets-là. Et justement, comme tu es en contact avec les clients, souvent je parle à des banques, notamment des directions commerciales qui ont donc en charge les chargés d'affaires, les banquiers, etc. Et ils sont paniqués à l'idée de parler de la biodiversité. Autant le climat, il commence à être à l'aise. Et donc justement, maintenant, ils se sentent les rois du climat. Donc ils se disent, non, mais le climat, c'est trop facile. Maintenant, c'est bon, on a plein de produits, on a plein de choses. Mais par contre, là, maintenant, si on doit commencer à parler biodiversité à un client, c'est hyper compliqué. Est-ce que toi, tu ressens la même chose? Et est-ce que tu aurais, je sais pas, du coup, un conseil ou deux, justement pour aborder ce sujet de biodiversité à un client facilement, sans Euh, avoir peur? Je rejoins Pierre sur le sujet de la formation, en fait, que ce soit au niveau entreprise, au niveau distributeur, enfin, à tout niveau, en fait, c'est des sujets qui sont, enfin, quand on est à la base financier ou banquier, on a souvent fait des études d'économie-finance, on nous a pas vraiment parlé de biodiversité, de systèmes agricoles, de la forêt, etc. Donc, en fait, c'est des mondes nouveaux, même tout ce qui va être, par exemple, sur les infrastructures, les énergies ou autre chose, en fait. Donc là, c'est au niveau formation et moi, c'est des sujets qui m'intéressent aussi à titre personnel. Donc, je me forme beaucoup sur ces sujets-là, mais parce que ça m'intéresse. Donc, du coup, j'arrive après à en parler, à proposer à mes clients, parce que je me fais mon avis sur ces sujets-là. Mais du coup, quand on est banquier, qu'on fait partie d'une institution, ça peut être aussi, je pense, aux directions commerciales d'être précurseurs et de leur apporter un peu de formation sur ces sujets-là qui peuvent paraître complètement
à l'opposé de leur métier de base de la finance, mais en fait, c'est complètement lié, en fait. Et donc, du coup, c'est comprendre de quoi on parle, c'est quoi la biodiversité, c'est quoi une forêt, comment ça fonctionne, c'est quoi une terre en bon état, quel est l'impact de l'agriculture intensive, le système de l'eau, enfin, tous ces sujets, mais c'est tellement vaste et tellement grand qu'en fait, on ne peut pas tout appréhender en même une journée de formation, c'est des mois ou des années, mais voilà, quelques données, quelques chiffres, des grands thèmes. Ça passe, je pense, par la formation. Et de toute façon, en tant que distributeur, on ne peut proposer et conseiller que des choses quand on les comprend et qu'on les maîtrise. Donc, ça passe forcément par de la formation et ça rejoint aussi ce que je disais, où c'est un changement de site de consommation, de modèle et d'intégration de tous ces sujets-là. Donc, pour moi, c'est la- se former, être ouvert à d'autres secteurs et pas être cloisonné. Je fais de la finance, donc du coup, je regarde pas ce que c'est la forêt, je regarde pas ce que c'est que l'énergie, je regarde pas ce que c'est parce que c'est pas mon métier. Bah si, en fait, tout est lié. Ouais, merci. Bah, c'est ça, effectivement, on avait un peu, quand on a interviewé tous ces acteurs, sensibiliser et former, c'était les deux clés pour encourager la prise de conscience sur les enjeux biodiversité. Donc, on se rend compte que souvent, les formations, elles sont aussi très ciblées sur aujourd'hui du CODIR, du COMEX, du CA, des équipes durabilité, ESG, mais finalement, parfois, elles redescendent moins dans les équipes de vente parce qu'ils sont plus nombreux, donc ça a un coût. Et alors que finalement, au bout de la chaîne, vous pouvez faire tous les produits financiers possibles, mais si personne ne va les vendre ou va savoir comment le vendre, ça n'arrivera pas entre les mains d'épargnants. Est-ce que, avant qu'on entame la dernière partie qui est un peu les constats, quelqu'un, des questions, est-ce que ça vous emmène des réflexions, des interactions, déjà ce qu'on vient de se dire? On peut se parler librement, il n'y a pas de souci. Est-ce que quelqu'un va intervenir? Il suffit de couper, de prendre la parole. Moi, j'avais peut-être une question. Du coup, vous qui avez peut-être la vision un peu entreprise et aussi finance, est-ce que la plupart des acteurs, du coup, prennent des providers de données justement pour avoir de la donnée biodive, ou est-ce qu'on commence à avoir des méthodologies internes qui se créent et qui sont assez fiables sur le marché aujourd'hui? Quelqu'un veut répondre ou je réponds? Bon, je réponds. Du coup, oui, aujourd'hui, bah, comme sur le climat, la donnée relative à la biodiversité, c'est un peu le nerf de la guerre. Aujourd'hui, ils sont plus quand même sur une démarche de s'appuyer sur des fournisseurs de données externes qui, finalement, en fait, quand il y a Aujourd'hui, on a l'impression que quand on parle de biodiversité, il faut recommencer tout à zéro. Alors que finalement, on peut prendre la donnée climat, la pousser un peu plus loin et élargir son champ. Donc, c'est pas complètement recommencer à zéro. Cependant, là où il y a une vraie difficulté, c'est au niveau de la mesure Mhm, où, aujourd'hui, les financiers, ils aiment bien un indicateur. Donc le climat, ça a très bien marché parce qu'il y a eu la tonne de CO2, donc c'était parfait. Par contre, sur la biodiversité, le financier recherche cet indicateur miracle qu'aujourd'hui, il a plus ou moins trouvé avec le MSA, mais mhm, qui, au fil du temps, perd en crédibilité et puis voilà, en efficacité, parce qu'on se rend compte que bah, le vivant, c'est toute une différence. Il y a beaucoup de localisation. La biodiversité en France n'est pas la même qu'aux États-Unis, et ainsi de suite. Et donc, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Aujourd'hui, à ma connaissance, il y a très peu de secteurs, enfin de financiers qui intègrent une méthodologie interne. Ils vont plus s'appuyer sur du CDC biodiversité, sur du Access Climate, mhm. ce genre de provider qui ne font que ça, on va dire. Ok. Et en fait, euh, avant de pouvoir mesurer, euh, il faut commencer par comprendre effectivement Mhm. les dépendances et les impacts qu'on a. Mhm. Et effectivement, quand on est sur de la comptabilité carbone, quelque part, on peut assez rapidement comparer des projets, les évaluer entre eux en fonction bah, du coût de la tonne euh, de CO2 équivalent évité.
alors que quand on va être sur des projets liés à la biodiversité, liés aux ressources naturelles de manière générale, il va falloir mesurer le coût finalement des actions euh, d'évitement, des actions de réduction des pressions, enfin des projets qui permettront d'éviter les pressions ou de les réduire. Euh, et le rendement, il n'y aura pas un dénominateur commun parce que on va avoir des projets sur les sols, on va avoir des projets sur les habitats aquatiques, par exemple. Euh, donc c'est vrai que pour un financier, c'est peut-être un peu embêtant parce qu'on peut pas, on peut pas, c'est le cas de le dire, comparer des choux et des carottes. Donc il y a une démarche beaucoup plus de raisonnement projet par projet et de risques que ça peut faire courir à l'entreprise ou au territoire. Donc on passe finalement par des indicateurs physiques qu'il faut traduire en monétaire pour revenir derrière sur les gains qui sont pas forcément tout à fait facilement quantifiables. Et un autre point, peut-être tout à l'heure, euh, euh, sur la partie les projets à financer. Aujourd'hui, et c'est peut-être pour ça que la biodiversité est encore peu présente, les projets les plus faciles à identifier, finalement, sont des projets de restauration, parce que c'est des projets qui sont intégralement dans un objectif de biodiversité, alors même que contrairement à des projets sur le carbone qui peuvent être des projets alors, de compensation, mais aussi d'atténuation, intrinsèquement focalisés sur le carbone, euh, les projets qui peuvent contribuer à réduire les pressions ou à les éviter, c'est des projets finalement qui vont être des projets de transformation du modèle économique de l'entreprise et qu'il va falloir valoriser au sein même du modèle de l'entreprise. Donc, ils sont un peu plus fongibles quelque part dans la vie de l'entreprise. Donc, c'est pas forcément évident de, de les identifier en tant que tels quand on prend une entreprise au global. Je ne sais pas si c'est très clair, mais Si, si, c'est non, clair. c'est une difficulté, je pense, qui fait que la biodiversité a plus de mal à éclore en tant que sujet, en tant que tel. Il y a une question dans le chat. Quels sont les critères pour caractériser de favorable à la biodiversité une entreprise en vue de l'intégrer dans un fonds de biodiversité? Effectivement, ça, c'est la question. J'ai remis la partie de l'étude, article 9, l'article 8. Ici, à chaque fois qu'il y a un fonds d'investissement, on va retrouver dans la documentation, prospectus, le DICI, le document d'information clé, un objectif d'investissement. Ici, pour chacun de ces fonds, la société de gestion a précisé quel était l'objectif d'investissement du fonds. Donc, si on prend par exemple l'article 9, on va dire, euh, voilà, l'objectif du fonds consiste à générer une croissance de capital sur le long terme, composée d'actions cotées, notamment d'entreprises soutenant la préservation de la biodiversité et en offrant des solutions visant à réduire la perte de la biodiversité et comment finalement elles vont décider d'intégrer ou non ces fonds, c'est notamment par la notation extra-financière ESG. Soit qu'elles vont obtenir d'une agence de notation, donc MSCI ou autre, qui va leur fournir l'information, soit carrément parce qu'elles ont elles-mêmes des équipes de recherche et ils vont regarder dans les documents publics qu'on peut retrouver sur les sites internet de ces entreprises. Ensuite, ça peut donner, enfin voilà, c'est un peu toute la question aujourd'hui quand on parle de ces fonds de biodiversité. Nous, les constats qu'on a pu relever suite à ça, c'est premièrement, quand il y a le nom biodiversité dans un fonds d'investissement, qu'est-ce qu'on aimerait y retrouver et ou sinon qu'est-ce qu'on ne voudrait pas y retrouver. Et au finalement aujourd'hui, on n'a pas encore identifié, alors il y a des listes, il n'y a pas de liste d'exclusion officielle. Par exemple, sur le climat,
on va dire le secteur d'exclusion officialisé, c'est tout ce qui est relatif aux énergies fossiles. Sur la biodiversité, on n'en est pas là. On commence à avoir, on fait le lien avec la déforestation, on fait le lien avec l'huile de palme. Mais typiquement, les énergies fossiles, point d'interrogation. Il y a un des fonds d'investissement qui fait partie de la liste, je ne citerai pas lequel, qui a des énergies fossiles à l'intérieur de... Il a une ligne avec certes un faible pourcentage, mais c'est présent. Et donc là doit se poser toute la question aujourd'hui du secteur financier, c'est quelles règles de gestion je devrais, de manière consensuelle, imposer quand je veux traiter la thématique de biodiversité. Est-ce que, je veux déjà une liste d'exclusion sectorielle partagée par tout le secteur? Alors, il me semble que ça, c'est en cours. Il y a notamment l'ADEME qui a émis un guide en février dernier dans lequel il parle de ces fameux secteurs potentiels d'exclusion. Mais typiquement, les énergies fossiles ne sont pas mentionnées dans ce guide. Donc, est-ce que ça doit être intégré ou pas? Et c'est là où nous, en fait, en tant qu'association, on a envie de pousser un peu le secteur à on va dire, à se structurer et à se poser les bonnes questions sur cette thématique. Ensuite, il y a beaucoup, quand on le voit ici dans le rapport, la première entreprise ou le premier secteur qui est financé par ces fonds à thématique biodiversité concerne la gestion de l'eau. Alors, on sait très bien que l'eau, c'est une ressource naturelle indispensable à la survie de l'écosystème. Maintenant, la question qui doit être posée, c'est est-ce que le secteur de l'eau doit être le secteur premier, prioritaire d'un fonds à thématique biodiversité, sachant qu'il existe déjà des fonds à thématique eau, et est-ce que ce n'est pas justement détourner un petit peu l'objet principal que de se dire, bah, parce que les financiers, ils sont un peu flemmards parfois, il faut quand même se le dire. Et pour eux, c'est assez facile parce que ça fait du coup longtemps qu'ils ont cette thématique eau. Donc de dire bah, biodiversité, eau, bah, c'est bon. Alors que, en fait, est-ce que si on continue sur cette voie-là, on ne va pas justement un peu dénaturer l'objectif? Parce que la biodiversité, c'est quand même les espèces, le vivant, la faune et la flore. Et donc, ici, doit également se poser une question sur quels secteurs sont directement visés. Est-ce que je dois retrouver un Microsoft dans un fonds de biodiversité? Et si oui, dans ce cadre-là, pourquoi? Peut-être de manière plus explicite. Et on le sait très bien, un outil et un levier très important dans les fonds de société cotée, c'est l'engagement actionnarial. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, il y a une problématique de transparence, notamment sur ces sujets. On sait que le climat, on a le Say on Climate. Et aujourd'hui, il n'y a qu'une entreprise l'année dernière qui s'est déclarée sur la biodiversité, c'était ICAD. Et donc, peut-être que justement, on peut demander au secteur financier d'être plus exigeant sur l'engagement actionnarial à partir du moment où il investit dans ces fonds qui, en plus, affichent cette thématique biodiversité. Et donc, ça serait peut-être potentiellement de pousser à ce que les entreprises de son portefeuille déposent un Sound Biodiversity ou quelque chose comme ça. Donc, on voit que le sujet, il est un peu naissant, mais est-ce que enfin, de notre point de vue, après l'analyse, est-ce qu'on n'est pas sur de la frontière entre du greenwashing ou une vraie intention de vouloir réfléchir de l'argent vers une question et une thématique biodiversité? Parce que le vrai sujet, comme le disait tout à l'heure Bénédicte, c'est l'épargnant au final. Aujourd'hui, je pense que Bénédicte, tu peux me confirmer, mais si tu donnes et tu places un de ces fonds auprès de ton client et que celui-ci va regarder dans le détail les lignes du portefeuille, je suis pas sûre qu'il soit hyper ravi de ce qu'il peut de ce qu'il peut y trouver, quoi. Non, c'est clair, je confirme. C'est quand il va, rien que si on regarde juste le titre biodiversité, si on demande à un épargnant quel type d'entreprise, en tout cas, où le secteur il va retrouver, je pense pas qu'il va nous citer un éditeur de logiciels, la pharmacie et la gestion de l'eau. Éventuellement, gestion de l'eau, et comme tu le disais, mais il y a des thématiques déjà qui existent sur l'eau. Donc oui, il y a un peu une inadéquation en fait entre ces fonds-là qui existent, qui ont le mérite d'exister et de commencer à exister, et en fait ce qu'on peut retrouver, ce qu'on pourrait s'attendre à retrouver comme entreprise dans un fonds de biodiversité quand on sait que c'est l'utilisation des sols, que c'est la protection des espèces, la protection de la faune et de la flore. Là, en fait, il y en a très, 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 très peu, en fait. Exactement. Et après, un autre sujet, c'est que nous, dans l'étude, effectivement, on s'est concentré sur les fonds qu'il y avait dans leur nom biodiversité. Et se pose la question de tous ces autres fonds qui ont une thématique eau, qui ont une thématique forêt, qui ont finalement peut-être des sous-jacents
déjà existants qui sont peut-être plus ou moins liés à la notion de biodiversité? Et est-ce que ça devrait être inclus ou pas? Et encore une fois, je pense qu'il y a besoin de maturité du secteur pour comprendre quand on parle de biodiversité dans le secteur financier, qu'est-ce qu'on peut y rattacher exactement comme notion, comme mot-clé? Nous, à un moment, je sais que Van, on s'était beaucoup posé la question. Tu avais regardé ces types de fonds et finalement, on s'est dit, on va se concentrer que sur ceux qui ont un label dans le nom biodiversité parce que après, effectivement, on a l'impression qu'on retrouvait un peu beaucoup de choses différentes et ça apportait un peu de confusion dans le secteur. Je vois qu'il y a une autre question. Est-ce qu'il existe des informations sur la contribution nette des entreprises en termes d'impact sur l'environnement et la biodiversité? C'est-à-dire de la donnée publique sur le sujet. Je sais pas si... C'est ma question. C'est puisque ce qu'on vient de dire, merci du commentaire en réponse à ma première question, c'est que qu'est-ce qu'on met dans un fonds biodiversité? Est-ce que ça a un réel impact? Les sociétés, finalement, on achète des actions de ces sociétés. Donc, est-ce que ces sociétés elles ont un réel impact positif net, c'est-à-dire entre les torts qu'elles causent et les bienfaits qu'elles génèrent? Est-ce qu'il y a un impact net sur l'environnement et la biodiversité qui pourrait exister? Est-ce que ça, c'est des indicateurs qui existent déjà ou bien qu'on essaye de créer? Parce que je vais prendre un exemple. La société Axilia, elle a développé un indicateur pour donner l'impact net Ouais. carbone des Ouais. entreprises. Mm. Ouais. Et on voit bien que quand on rajoute le coût carbone euh, aux résultats financiers d'entreprise, il y a des tas de stars qui dégringolent complètement. Complètement. Eh ben non, ça n'existe pas. Si tu parles du score Axilien, non, ça n'existe pas sur la biodiversité. Pas Non, encore. parce que on revient au même sujet, c'est-à-dire que la biodiversité, ça, autant le climat, c'est un capital gaz à effet de serre, et donc il y a un seul indicateur qui permet et puis on donne un prix à la tonne de CO2, qui est finalement un droit à polluer quelque part. Alors que sur la biodiversité, on fait appel à des capitaux naturels très divers. Le sol, encore une fois, l'eau. Donc, et puis, sur le sol, il peut y avoir différents impacts. C'est comment on emploie le sol. C'est éventuellement euh, comment on stocke des produits polluants. Comment on arrive à le régénérer. Donc, tout ça est un peu compliqué. Ça veut dire il y a des initiatives de comptabilité euh, globale type CARE pour justement essayer de montrer quel est le poids économique, non pas des éléments naturels, mais de ce qu'on doit faire pour finalement restituer au mieux l'environnement par rapport à l'état dans lequel on l'a trouvé, quoi, finalement. Mm. Mais aujourd'hui, à ma connaissance, Mm. il n'y a pas un indicateur qui permette de consolider tout ça, En finalement. fait, on sait aujourd'hui Il y aurait éventuellement une possibilité avec les plans d'action qui seraient chiffrés via la CSRD, puisqu'on pourra suivre les plans d'action, les engagements et les ressources mises en face. Mais c'est pas encore le cas. Et dans la CSRD, le SRS correspondant à la biodiversité bénéficie d'un report de 2 ans pour les entreprises de Mm. moins de 750 salariés. Mais en tout cas, c'est bien la cible. Mm. Oui, ça SRD, ça va pouvoir aider. Il faut juste, à la condition que l'entreprise considère que ce soit matériel, c'est quand même une première condition, jusqu'à ce qu'on attende que, on ait ces normes sectorielles qui obligent de rattacher un ESRS à l'entreprise en fonction de son secteur. Ouais, Mais voilà. ouais. On en revient toujours au sujet de formation et d'acculturation. C'est que je voyais, il y a à peu près, si je dis pas de bêtises, un quart des entreprises qui considèrent que la biodiversité est matérielle, 5% que c'est très important, si enfin, j'ai ces chiffres-là en tête, alors même que euh,
toute activité humaine et donc économique, quelque part, est dépendante de la Ouais. biodiversité. Après, il y a des chiffres plus scientifiques, entre guillemets, qui parlent de 72% qui sont fortement dépendants de la biodiversité. Donc, il y a ce sujet d'acculturation pour justement faire comprendre les impacts de toute activité économique sur la biodiversité, il me semble. Ouais. En ce moment se tient la COP16, je suppose que du coup, à Cali, en Colombie. Et j'ai vu ce matin que le sujet, c'était notamment, par exemple, les crédits biodiversité. Et c'est, est-ce que ça allait être validé, on va dire, au niveau de la COP, cette initiative de créer des crédits biodiversité au même titre qu'on a créé le crédit carbone? Et effectivement, il y a beaucoup d'opposants qui vont dire, bah, ça vient financiariser la nature. C'est pas forcément une bonne chose. Voilà. Après, d'un point de vue financier, est-ce que ça peut pas inciter justement à réfléchir de l'argent vers des activités qui aujourd'hui ne sont pas du tout rémunératrices? Parce que tout ce qui est relatif à de la restauration, de la préservation, de biodiversité, ils n'ont pas encore réussi à créer un modèle économique où il y avait un ROI de 5 ou 8%. Donc, donc du coup, le crédit biodiversité, ça a avancé l'argument que ça viendrait justement accélérer et aider ça. Perso, j'ai pas encore d'opinion dessus, ferme et définitive. Mais voilà un petit peu quoi. Il y a une société qui s'appelle Teroico qui a développé un système de modélisation des conditions d'habitabilité des espèces pour des projets. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, je réfléchis sur le pont avec les entreprises. C'est-à-dire que si on arrivait à mesurer sur les axes d'habitabilité détruits ou restaurés par une entreprise en étant, je trouve la grille de Teroico assez astucieuse, ça permettrait de voir si on passe l'ensemble des activités d'une entreprise sur ces axes pour voir si finalement leur contribution en termes d'habitabilité est positive ou négative. Ce serait déjà pas mal parce que la biodiversité, elle existe à partir du moment où il y a les conditions d'habitabilité. Et Ouais. ce serait peut-être une façon de faire pour Mm. que les entreprises soient obligées de faire un compte rendu des conditions d'habitabilité qu'elles détruisent ou au contraire qu'elles restaurent. Mm. Ouais, c'est intéressant. Je connaissais pas cet acteur. Teroico. Ok. Merci pour le partage. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le sujet? Il nous reste 5 minutes. Ouais, CDC Biodiversité a publié une étude sur les crédits biodiversité en Europe. Exact. Bah, ils sont assez moteurs sur le sujet, effectivement. Et il y a beaucoup de littérature dessus. Donc, c'est... Ouais, effectivement, merci pour l'information. Dernière question, ou sinon... Moi, j'avais peut-être une question aussi parmi les fonds que vous avez qui sont sujets à l'étude. Est-ce que la plupart étaient en best in class ou best in universe, qu'il y avait une méthodologie? Parce que finalement, en fait, parmi les secteurs, il y a déjà une différenciation. Enfin, on peut pas comparer l'agriculture au même titre qu'un un autre secteur, par exemple. Bon point. Je sais pas. Non, je crois pas qu'on se soit concentré là-dessus. On n'a pas de stats, hein, Van, sur ça. Non, non, en fait, là, je suis devant un rapport mensuel. Donc, très souvent, c'est pas clair. En fait, c'est pour cette raison qu'on n'a pas cité dans les résultats. Mhm. Et en tout cas, la sélection se base beaucoup sur les scores OSG et scores biodiversité, parfois grâce à un fournisseur de données ou en interne. Là, par exemple, OFI a utilisé une solution interne, mais c'est très peu clair, en fait, la stratégie dominante. Est-ce que c'est exclusion, best in class? On a essayé de mettre ça en avant, mais on n'a pas réussi à avoir des informations claires là-dessus. Non. Il y avait une autre question. Oui, le replay sera disponible. Et où trouver l'étude qu'on a réalisée? Vous tapez sur Google Bartle Finance Biodiversité et vous allez trouver le lien de l'étude pour télécharger, sans problème. Parfait. Bah, s'il n'y a pas d'autres questions. Ah, oui, si. J'ai une main qui s'est levée. Philippe. Oui. Non, c'était juste une.
Parce qu'une des entreprises que j'accompagne, qui est à la fois franco-mexicaine, mais elle est installée en France, même si elle a du mal à se financer en France, et elle travaille déjà partout en Europe et en Amérique du Sud, elle sera présente, puisqu'il est parti ce matin pour la Colombie, pour la COP16. Et justement, c'est une entreprise qui travaille depuis 20 ans dans l'environnement et qui a établi des protocoles validés déjà par l'ADEME et puis valorisés en Golden Standard aussi sur justement l'émission de crédits de biodiversité, de sol, d'eau, avec un protocole qui est comment je pourrais dire, avec des valeurs que n'avaient pas beaucoup de crédits carbone spéculatifs, etc., etc. Donc c'est vrai que tout dépend de comment c'est travaillé et ça peut vite devenir complètement, comment je pourrais dire, euh, détournés, un petit peu comme les caractères ESG, CSR ont été détournés aussi par les fonds pour pas que ce soit du greenwashing. Mais on peut aussi bien travailler et il faut essayer d'encourager ceux qui travaillent bien. Voilà, donc c'était juste pour souligner ça et faire le lien avec ce que disait, je crois, Bénédicte tout à l'heure par rapport au changement de comportement. On est dans une phase de toute manière de transition et je pense que même la finance ne sera plus la même dans quelques années par rapport à ce qu'on a connu. Peut-être faut-il aussi le souhaiter par rapport à tous les dégâts qu'on a fait, et je m'inclus dedans, dans la société de confort qu'on a, dont on a profité. Et il y a un monsieur qui s'appelle Jean-Christophe Duval, lui qui imaginait carrément une monnaie assise également sur la régénération, et donc un nouveau système de financement. Voilà, bon, c'est juste pour donner des éléments comme ça de réflexion pour, bah, je dirais, les semaines, les mois, les années à venir. Moi, je reste raisonnablement optimiste, malgré les lobbies des chimistes, pesticides et autres qui, évidemment, n'ont aucun intérêt. Et c'est pour ça qu'on ne trouve pas d'agroalimentaire là-dedans, puisqu'ils ont évidemment aucun intérêt, ni à la biodiversité, tout ça. Jusqu'au jour où peut-être, s'ils voient leurs petits-enfants ou leurs enfants mourir de certaines choses, peut-être ça les fera réagir quand même. Voilà. Merci Philippe pour ce partage. Bon, bah écoutez, sur ce, si peut-être quelqu'un d'autre veut nous partager autre chose. Sinon, je suis ravie. Merci beaucoup pour votre présence à toutes et tous pour ce petit webinaire. Et puis, de toute façon, je mettrai le replay à disposition. Et puis, bah, n'hésitez pas, si vous avez des questions ou si vous avez envie de contribuer au sein des AFR aussi sur les différents sujets qu'on va avoir pour 2025, notamment pour mieux structurer toute cette thématique de biodiversité et un peu imposer au secteur de prendre ma maturité là-dessus. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre ou sinon à me faire signe. Voilà. Et ben merci à tous et je vous souhaite une super journée. Merci Merci beaucoup. Merci. beaucoup. Merci Merci Merci, à bonne Olivia. journée. tous. Bonne journée. Bonne journée.